Ma collègue m'a faussement accusé d'agression sexuelle et a détruit ma carrière. Puis j'ai découvert que mon ex vindicative avait tout orchestré. Alors j'ai tout documenté et je les ai anéantis toutes les deux. Salut Reddit. Mon ex-petite amie et ma collègue ont détruit ma vie après m'avoir tendu un piège et m'avoir faussement accusé. Mais je suis revenu, j'ai monté un dossier et je les ai anéantis toutes les deux. Mais ce n'est même pas toute l'histoire. Accrochez-vous et restez avec moi jusqu'à la fin. Je m'appelle Hugo, 31 ans, un homme. J'étais directeur régional des ventes pour une entreprise d'équipement médical. Un bon poste, un bon salaire. Sur la route 3 jours par semaine, à visiter des hôpitaux et des cliniques. J'y travaillais depuis 6 ans, j'ai commencé en bas de l'échelle et j'ai gravi les échelons. Il y a 3 mois, nous avons engagé une nouvelle coordinatrice de compte nommée Miranda. Milieu de la vingtaine, toujours bien habillée, elle se déplaçait avec assurance. Elle avait le bureau juste à côté du mien dans notre open space. On discutait de temps en temps, de la météo, des projets du week-end, on se plaignait que notre patron était toujours sur le dos de tout le monde, des conversations normales entre collègues. Un après-midi, elle m'a demandé si je pouvais l'aider avec une présentation client. Elle a dit qu'elle apprenait encore la terminologie médicale et ne voulait pas avoir l'air stupide. Nous sommes restés tard dans la salle de conférence à revoir les diapositives. La porte grande ouverte, les lumières allumées, la moitié du bureau travaillait encore d'arrache-pied sur leur propre dossier. Je lui ai expliqué les spécifications techniques, lui ai fait quelques suggestions pour son argumentaire, lui ai envoyé la présentation mise à jour, puis je suis rentré chez moi. C'était un mardi. Le jeudi matin, j'ai été convoqué dans le bureau de mon patron. Il avait l'air extrêmement mal à l'aise. La directrice des RH était assise là, ainsi qu'une femme que je n'avais jamais rencontrée. Une enquêtrice externe. Elle a dit qu'ils avaient reçu une plainte. Une affaire sérieuse. Je devais coopérer pleinement. Puis ils ont lâché la bombe. Miranda a dit que je l'avais agressée sexuellement. Pardon, ai-je demandé, complètement confus. Ils ont continué. Elle a prétendu que je l'avais coincée dans cette salle de conférence mardi soir. Que je l'avais touchée de manière inappropriée. Que j'avais fait des avances. Quand elle m'a repoussé, je serais devenu agressif, je l'aurais attrapée. Elle aurait été terrifiée, mais ne savait pas quoi faire puisque j'étais son supérieur hiérarchique. Je suis resté assis là, avec l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Mon patron n'osait même pas me regarder. La dame des RH gardait un visage impassible, très professionnel. L'enquêtrice me fixait comme si j'étais une sorte de spécimen sous une vitrine. Je leur ai raconté ce qui s'était réellement passé. Nous avions revu sa présentation. Je l'avais aidé avec la terminologie médicale. C'est tout. La porte était restée ouverte tout le temps. Des gens passaient devant. Rien d'inapproprié ne s'est produit parce que, littéralement, rien ne s'est produit. Ils ont dit qu'ils allaient enquêter. En attendant, j'étais suspendu avec maintien de salaire. Je devais partir sur le champ, rendre mon badge, ne parler ni à Miranda ni à quiconque impliqué. La sécurité m'a escorté dehors comme si j'étais une sorte de menace, a vidé mon bureau dans une boîte en carton pendant que tout le bureau regardait. J'ai traversé cet endroit avec 2 gardes m'encadrant comme si j'allais perdre la tête. Les regards que les gens me lançaient. C'est ça qui m'a vraiment achevé. Le jugement instantané. Comment les conversations s'arrêtaient net quand je passais. Comment certaines femmes reculaient même en me voyant. Je travaillais avec ces gens depuis 6 ans. J'avais aidé la moitié d'entre eux à obtenir une promotion. Je les avais couverts quand ils avaient besoin de jours de congé. Et en 10 minutes chrono, j'étais devenu un prédateur à leurs yeux. Je suis rentré chez moi à 11h un jeudi matin et je me suis assis dans mon appartement, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le téléphone est resté silencieux. Pas une seule personne du travail n'a cherché à me joindre. Personne n'a demandé ma version des faits. Le vendredi matin, j'ai compris pourquoi. Quelqu'un avait fait fuiter l'info à la machine à rumeurs du bureau. Mon téléphone a commencé à exploser de textos, des messages vagues de gens que je pensais être des amis. Salut mec, j'ai entendu ce qui s'est passé. C'est dingue, mec. C'est vrai? Je t'ai toujours considéré comme quelqu'un de solide. Au passé. Il m'avait déjà rayé de la carte. L'enquête a duré 3 semaines. 3 semaines à rester assis à la maison pendant que ma vie s'effondrait. L'entreprise a tout gelé.
Mes clients ont été réaffectés. Mes projets ont été transmis à d'autres. Mon téléphone professionnel a été coupé. Ils étaient en train de m'effacer tout en décidant s'ils allaient me licencier officiellement. Puis ma sœur a appelé le 5e jour, Trinity, et a rendu les choses encore pires. Elle a 2 ans de moins que moi. Elle travaillait comme coordinatrice des réseaux sociaux pour une organisation à but non lucratif. On avait toujours été proches, du moins c'est ce que je pensais. Je lui avais avancé son loyer 3 fois au cours des 2 dernières années quand elle était entre 2 contrats. J'avais été co-emprunteur pour son prêt auto quand son dossier de crédit était désastreux. En grandissant, elle était l'enfant prodige. Elle ne pouvait jamais mal faire aux yeux de nos parents. Mais elle venait toujours me voir quand elle avait besoin d'aide. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-elle, la voix glaciale. Maman m'a appelé. Ce n'est pas vrai. Rien ne s'est passé. Toute cette histoire est insensée. C'est ce qu'ils disent tous. Pause. Je me suis renseigné sur le sujet. Les femmes ne mentent pas sur ce genre de choses. Les statistiques montrent que les fausses accusations sont extrêmement rares. Et tu as toujours eu des problèmes avec les femmes. De quoi tu parles? Je n'ai jamais eu de problème avec les femmes. Belle m'a raconté comment tu l'as traitée, comment tu l'as fait tourner en bourrique pendant 3 ans, puis tu l'as simplement laissé tomber quand elle voulait s'engager. C'est de la violence psychologique. Et maintenant ça. C'est un schéma. Mon estomac s'est noué. Belle est mon ex-petite amie. Tu as parlé à Belle? Elle m'a contacté après votre rupture. Nous sommes restés en contact. Elle a dû surmonter beaucoup de choses à cause de toi. J'ai essayé d'expliquer, je lui ai parlé de la porte ouverte, du cadre professionnel, du fait que rien ne s'était passé. Elle m'a coupé la parole. Je ne peux pas soutenir ça. Je crois les femmes. Je me dois de croire les femmes. Et en ce moment, je la crois elle plutôt que toi. Elle a raccroché. La dernière fois que nous nous sommes parlé pendant ma suspension. Mes parents ont appelé 2 jours plus tard. Conversation courte. C'est papa qui a le plus parlé. Il a dit qu'ils avaient eu des nouvelles de Trinity. Qu'ils étaient déçus. Qu'ils espéraient que j'assumerais la responsabilité de mes actes. Maman est restée silencieuse en arrière-plan. J'ai essayé de me défendre, mais papa m'a fait taire. Fils, on ne t'a pas élevé comme ça. Si tu as fait une erreur, assume-la. N'aggrave pas les choses en mentant. Ils ne me croyaient pas non plus. Leur propre fils. Parce que Trinity avait déjà empoisonné le puits. J'ai essayé de trouver un avocat, mais les 2 premiers m'ont dit la même chose. Attendre les résultats de l'enquête. S'ils vous licencient, alors on pourra parler de licenciement abusif. Sinon, vous n'avez aucune raison de porter plainte. Alors, j'ai attendu. L'enquêtrice a parlé à tout le monde à notre étage, a récupéré les enregistrements des caméras de sécurité du bâtiment, a épluché mes emails, messages et mon calendrier. Ils ont été minutieux, je leur accorde ça. Et ils n'ont rien trouvé. Aucune preuve d'agression. Aucun témoin de quoi que ce soit d'inapproprié. Les images de sécurité montraient exactement ce que j'avais dit. Porte ouverte, interaction professionnelle, moi partant le premier pendant que Miranda restait pour récupérer ses affaires. Mais voilà le problème avec ce genre d'accusation. Les preuves ne comptent pas autant qu'on pourrait le croire. Parce que Miranda avait une histoire. Une histoire détaillée, émotive, sur le fait de se sentir menacée et effrayée. Sur le fait que j'utilisais ma position pour l'intimider. Sur le fait qu'elle ne voulait pas le signaler mais qu'elle avait finalement trouvé le courage. Elle a pleuré pendant son entretien. Plusieurs personnes l'ont confirmé. Elles ont dit qu'elle tremblait, qu'elle avait à peine la force de prononcer les mots. Une performance digne d'un Oscar. Le rapport de l'enquêtrice est revenu non concluant. Impossible de prouver que c'était arrivé. Impossible de prouver que ce n'était pas arrivé. Elle a recommandé une médiation et de nous garder séparés à l'avenir, ce qui signifiait, nous ne sommes pas sûrs, mais nous ne prenons pas de risques. Mon patron m'a appelé un mercredi après-midi. Je pouvais revenir. Mais avec des responsabilités différentes. Plus de rôles en contact avec les clients. Plus de voyages. Il me déplaçait à un poste interne. Analyse de données, coordination entre les départements. En gros, un travail de bureau à manipuler des tableurs. Même échelon de salaire techniquement,
mais tout le monde savait ce que cela signifiait. Une rétrogradation. J'ai accepté parce que j'avais besoin d'argent. Et que pouvais-je faire d'autre à ce moment-là? Mes économies étaient correctes, mais pas extraordinaires. J'avais un loyer, un crédit auto, les factures habituelles. Je ne pouvais pas me permettre de démissionner par orgueil. Alors, je suis retourné. Un bureau différent, relégué dans un coin, loin de tout le monde. Miranda avait toujours sa même place. Toujours son travail, ses responsabilités, ses relations clients. Elle était la victime. J'étais l'exemple à ne pas suivre. Les gens m'évitaient. Pas de manière flagrante, mais assez pour le remarquer. Les conversations s'arrêtaient quand j'arrivais. Personne ne m'invitait à déjeuner. Les textos pour l'apéro du vendredi ont cessé d'arriver. J'étais techniquement employé, mais socialement isolé. Et Miranda, elle a joué son rôle à la perfection. Pas de jubilation, pas de scène. Elle continuait simplement son travail, l'air parfois triste et courageuse. Certaines femmes du personnel l'ont prise sous leur aile, s'assurant de s'asseoir avec elle à déjeuner, la soutenant. Elle avait des alliés, tandis que j'avais un bureau dans un coin, en silence. Mais quelque chose clochait. Des petits détails qui n'avaient pas de sens. Le travail d'analyse de données était nul. Je passais mes journées à extraire des rapports, à faire correspondre des chiffres de vente, à envoyer des résumés à des chefs de service qui accusaient à peine réception de mes emails. Le genre de travail qu'on donne à quelqu'un qu'on veut voir démissionner sans le licencier officiellement. Je m'y suis tenu. Tête baissée, j'ai fait le travail, j'ai encaissé mon salaire. Mais j'ai commencé à remarquer des choses. Miranda a obtenu une promotion 2 mois après son accusation. De coordinatrice de compte à attaché commercial junior. Elle a récupéré mon ancien territoire, en fait. Celui que j'avais mis 4 ans à construire. Mes clients, mes relations, ma structure de commission, tout lui a été transmis. Personne n'a trouvé ça étrange. Une histoire à succès, disait-il. Une étoile montante, surmontant l'adversité. Elle a fait une présentation lors de la réunion d'entreprise sur la résilience et le fait de trouver sa voie. Tout le monde a applaudi. J'étais assis au fond, regardant ma carrière être offerte à la personne qui l'avait détruite. Puis je l'ai vue dans un bar du centre-ville un samedi soir. J'étais là avec de vieux amis de fac qui ne travaillaient pas avec moi et n'avaient aucune idée de tout ça. J'essayais juste de passer une soirée normale. De prétendre que ma vie n'était pas en ruine. Miranda était de l'autre côté de la salle avec 3 autres femmes. Riant, dansant, s'amusant. Pas exactement le comportement de quelqu'un de traumatisé. Une des femmes avec elle me semblait familière, mais je n'arrivais pas à la situer. Cheveux noirs, très fins, vêtements chers. Elle semblait proche. Très proche. Elle n'arrêtait pas de se prendre dans les bras, de se chuchoter des choses à l'oreille, de rire de blagues privées. Je suis parti avant qu'elle ne me repère. Je ne voulais pas de drame. Je ne voulais pas que Miranda prétende que je la harcelais ou qu'elle invente une nouvelle accusation. Mais le visage de cette femme me restait en tête. J'ai passé les jours suivants à essayer de me souvenir où je l'avais vue. J'ai fouillé dans mes souvenirs. Vieilles photos sur mon téléphone, n'importe où. Finalement, ça m'est revenu en faisant défiler de vieilles photos. Elle était en arrière-plan d'une photo que Belle avait postée il y a peut-être 1 an. Une amie de fac ou quelque chose comme ça. J'ai commencé à creuser davantage. Pas de manière obsessionnelle, juste quand j'avais le temps. J'ai vérifié les réseaux sociaux de Belle. Elle avait tout mis en privé après notre rupture, mais je me souvenais de certains de ses amis. J'ai trouvé le profil de la femme grâce à des relations mutuelles. Elle s'appelait Nadia. Et oui, elle et Belle se connaissaient depuis longtemps. Colocataires à l'université, elles étaient restées proches. Étrange coïncidence, me suis-je dit. L'ami de Belle qui traîne avec la femme qui m'a accusé. Mais peut-être pas si étrange. Même ville, même tranche d'âge, les gens se croisent. Puis j'ai trouvé la photo. Il m'a fallu une autre semaine de recherches occasionnelles, en parcourant les photos où Nadia était identifiée, datant de plusieurs mois. Elle était là. Une fête d'anniversaire d'il y a 5 mois. Belle, Nadia et Miranda, toutes ensemble, souriantes, les bras les unes autour des autres. Il y a 5 mois, 2 mois avant que Miranda ne postule pour travailler dans mon entreprise. Elles se connaissaient avant que tout cela ne commence. Je suis resté assis là,
à fixer cette photo, pendant probablement 20 minutes. Ça pouvait encore être une coïncidence. Belle avait un grand cercle social. Peut-être que Miranda était l'amie d'une amie. Mais mon instinct me disait le contraire. Alors, j'ai commencé à être plus attentif au travail. Les habitudes de Miranda, son comportement. Elle était à l'aise avec moi. Trop à l'aise pour quelqu'un qui avait prétendument été agressé. Pas de nervosité, pas d'évitement au-delà de ce qui semblait professionnel. Elle se montrait juste distante quand d'autres personnes regardaient. Mais il me fallait plus que des photos et des intuitions. Il me fallait quelque chose de concret. Alors j'ai commencé à tout documenter. Son emploi du temps, à qui elle parlait, quand elle quittait le travail. Des observations de base, pas du harcèlement, juste une attention que je n'avais pas eue auparavant. J'ai remarqué qu'elle passait des appels dans sa voiture pendant le déjeuner tous les jours, même heure, même endroit sur le parking. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait depuis ma fenêtre, mais elle restait là 30 minutes à parler à quelqu'un. J'ai aussi commencé à vérifier ses notes de frais. J'y avais accès grâce à mon poste d'analyste de données. Elle les gonflait. Pas des montants énormes, mais de manière constante. Elle déclarait des dîners qui semblaient trop chers pour les clients qu'elle rencontrait, ajoutait des kilomètres à ses trajets, des chambres d'hôtel qui coûtaient plus que les tarifs standards. J'avais fait ces mêmes trajets pendant des années, je savais ce que tout coûtait. Elle détournait peut-être 1400 € par mois. Assez peu pour éviter les alertes immédiates, mais assez pour que ça s'accumule. J'ai continué à documenter. J'ai créé un tableur pour suivre ces dépenses frauduleuses. J'ai croisé les informations avec les plannings de rendez-vous clients et les prix réels des établissements. En 3 mois, elle avait volé environ 4200 € à l'entreprise. C'était un levier si j'en avais besoin. Mais ça n'expliquait toujours pas le tableau d'ensemble. Je devais creuser plus profondément, sans rien faire d'illégal ou de stupide. Je devais être malin. J'ai commencé par la vérification des antécédents de Miranda. Les entreprises gardent ça dans leur dossier. J'ai utilisé mon accès aux données pour récupérer le sien. Quelque chose a immédiatement attiré mon attention. Sa référence d'emploi précédente provenait d'une société de vente pharmaceutique. Je les ai appelés en disant que je vérifiais un emploi pour une opportunité potentielle. Des trucs de base. Ils n'avaient jamais entendu parler d'elle. L'entreprise existait, mais aucune Miranda Calder dans leur registre. Jamais. Faux CV. Elle avait menti sur son expérience professionnelle pour être embauchée. Ensuite, j'ai examiné nos dossiers de recrutement. Sa candidature était passée par un recruteur externe. J'ai appelé le cabinet de recrutement, j'ai posé des questions sur leur processus de placement en disant que j'étais des RH et que je faisais un audit. Ils étaient confus. Ils ont dit n'avoir jamais travaillé avec notre entreprise, n'avoir aucune trace d'avoir placé quelqu'un là-bas. Intéressant. Quelqu'un avait falsifié le parcours de recrutement, faisant croire qu'elle était arrivée par des canaux légitimes alors que ce n'était pas le cas. Cela demandait des compétences techniques que je n'avais pas. Mais peut-être que Nadia les avait. J'ai vérifié son LinkedIn. Elle travaillait dans la sécurité informatique, test de pénétration de réseau. Exactement le type de compétences nécessaires pour pirater un système de suivi des candidatures et insérer de fausses postulations. J'ai commencé à établir une chronologie, faux CV, faux recruteur, les compétences techniques de Nadia, la photo prouvant qu'elle se connaissait avant que Miranda ne soit embauchée. C'était circonstanciel, mais les pièces du puzzle s'assemblaient. Belle était plus difficile à suivre. Elle ne travaillait pas pour mon entreprise et n'avait pas été directement impliquée dans l'accusation. Mais elle était liée aux 2 femmes, et elle avait un mobile. Notre rupture n'avait pas été facile. Je suis retourné dans mes vieux emails et messages de l'époque de notre séparation. Elle m'en avait envoyé des centaines, me suppliant de reconsidérer, disant qu'elle ferait n'importe quoi, m'accusant d'avoir perdu son temps. Les messages étaient devenus plus sombres vers la fin, disant que je le regretterais, que je réaliserais ce que j'avais jeté, que le karma me rattraperait. À l'époque, j'avais mis ça sur le compte du drame de la rupture. Maintenant, ça ressemblait à des menaces. J'ai retrouvé son blog grâce à un vieux favori. Elle m'avait envoyé le lien une fois quand nous sortions ensemble. Elle voulait que je lise ses écrits. Des choses personnelles, de la poésie, des réflexions sur les relations. Je n'y avais jamais prêté beaucoup d'attention. J'ai commencé à lire ses publications récentes.
Une, datant d'environ 6 semaines après l'accusation, a attiré mon attention. Le titre était « Quand la justice prend du temps ». C'était écrit comme une fiction, assez vague pour avoir une dénégation plausible, mais les détails étaient spécifiques. Une femme dont le partenaire ne voulait pas s'engager, qui avait donné des années à quelqu'un qui l'avait jeté. Comment elle avait trouvé un moyen de rétablir l'équilibre? Comment la patience et la planification avaient porté leurs fruits? Elle mentionnait des détails que seul moi pouvais reconnaître, le restaurant où nous avions eu notre dernier dîner d'anniversaire, un cadeau qu'elle m'avait offert, la façon dont j'avais formulé la rupture. C'était essentiellement des aveux déguisés en histoire. Et elle l'avait posté publiquement. J'ai tout capturé, sauvegardé plusieurs copies, les ai mises sur un stockage cloud. Au cours du mois suivant, j'ai continué à creuser, j'ai trouvé plus de liens entre les trois. Nadia avait posté sur un voyage dans notre ville à l'époque où Miranda avait été embauchée. Rien d'incriminant, mais les dates coïncidaient. J'ai vérifié si Nadia avait eu des changements financiers. Ses réseaux sociaux montraient un style de vie qui ne correspondait pas à son salaire. Beaux hôtels, restaurants chers, achats de créateurs. Elle gagnait peut-être 65 000 € par an selon les standards de l'industrie. Pas assez pour ce qu'elle affichait. Je ne pouvais évidemment pas accéder à ses relevés bancaires, mais le schéma était là. J'ai constitué un classeur. Tout organisé par catégorie, chronologie, preuve du faux CV, lien entre les trois femmes, la fraude aux notes de frais de Miranda, les publications du blog de Belle, les compétences techniques de Nadia et son style de vie suspect. Il m'a fallu 4 mois pour tout assembler. 4 mois de recherche minutieuse, de documentation et de construction d'un dossier en béton. Rien d'illégal, juste des informations publiques, des dossiers de l'entreprise auxquels j'avais un accès légitime, et une observation attentive. Quand j'ai terminé, j'avais quelque chose de solide. Pas assez pour un tribunal pénal, peut-être, mais assez pour aller voir mon entreprise et leur montrer qu'ils s'étaient fait avoir. La question était le timing. Je n'avais qu'une seule chance. Si j'allais au RH et qu'ils ne me croyaient pas, j'étais fini. Ils verraient ça comme des représailles, du désespoir, des théories du complot d'un employé disgracié. Il me fallait d'abord un avocat. J'ai passé un autre mois à rencontrer des avocats. La plupart voulaient attendre, voir si l'entreprise prenait des mesures défavorables et monter un dossier de licenciement abusif. Ce n'était pas assez. Je ne voulais pas attendre d'être licencié. Je voulais récupérer ma carrière maintenant. J'en ai finalement trouvé un qui a compris. Un type d'une 50aine d'années, 20 ans d'expérience en droit du travail. Il avait déjà traité des cas de fausses accusations. Il a examiné mon classeur pendant 3 heures sans dire grand-chose. Quand il a fini, il s'est penché en arrière. Ce sont des preuves circonstancielles solides. Ça montre un schéma, prouve des liens, démontre un mobile possible. Mais il nous faut quelque chose de plus direct. Comme quoi? Des communications entre elles. Des emails, des textos, des messages. Quelque chose où elles discutent du plan. Sans ça, elles peuvent prétendre que tout est une coïncidence. Comment obtenir ces communications? Légalement, vous ne pouvez pas. C'est leur propriété privée. Mais la communication des pièces dans le cadre d'un procès pourrait nous y amener. Le problème, c'est qu'il nous faut assez de preuves pour justifier le dépôt d'une plainte en premier lieu. Alors, je suis resté patient et j'ai continué à creuser. J'ai observé et attendu une erreur. Ça a pris 2 mois de plus, mais elle est finalement arrivée. Miranda est devenue négligente. Elle a commencé à utiliser son email professionnel pour des affaires personnelles. Rien d'inhabituel, beaucoup de gens le faisaient. Mais elle l'utilisait pour correspondre avec quelqu'un. Je ne pouvais pas voir qui, mais je pouvais voir le schéma. Chaque mardi et jeudi, elle passait sa pause déjeuner dans sa voiture, tapant sur son téléphone pendant 30 minutes d'affilée. Puis elle revenait. Elle parlait à quelqu'un régulièrement. Puis elle a finalement fait une gaffe. Elle a laissé son ordinateur portable ouvert sur son bureau en allant aux toilettes. L'écran était toujours allumé, un email visible. Je passais par là pour aller à la salle de pause. J'ai juste jeté un coup d'œil à son écran en passant. J'ai vu un email d'un compte personnel que je ne reconnaissais pas. Objet, point du mardi. J'ai continué à marcher. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas fixé l'écran. Je n'ai rien fait d'évident. Mais j'en avais vu assez. Elle correspondait avec quelqu'un par email.
utilisant son compte professionnel parce qu'elle pensait probablement que c'était plus sûr que ses affaires personnelles. Le lendemain, j'ai accidentellement renversé du café près de mon bureau. J'en ai fait toute une histoire. J'ai demandé de l'aide à l'informatique. Le technicien qui est venu était un contractuel. Un jeune gars avec qui j'avais discuté quelques fois avant toute cette histoire. Il était amical, ne me traitait pas comme un prédateur. Pendant qu'il nettoyait mon clavier, j'ai mentionné que j'avais des problèmes de mail, des retards étranges, des messages qui ne partaient pas. Il a dit que ça arrivait parfois. J'ai demandé s'il y avait un moyen de vérifier les journaux de mail, voir si des messages étaient bloqués. Il a ouvert un écran d'administration, m'a montré l'interface du serveur de messagerie, a expliqué comment les messages étaient acheminés, où ils pouvaient être retardés. J'ai fait l'idiot, j'ai posé des questions et je l'ai remercié pour son aide. Mais j'avais vu ce dont j'avais besoin. L'interface d'administration existait et l'accès n'était pas aussi restreint que je le pensais. J'ai passé la semaine suivante à être très amical avec l'équipe informatique. J'ai apporté du café, posé des questions sur leur projet, montré de l'intérêt pour leur travail. J'ai établi un rapport avec 3 contractuels différents. L'un d'eux a mentionné qu'ils étaient en sous-effectif, trop de tickets, pas assez de personnel. J'ai proposé d'aider avec des tâches de base, réinitialisation de mots de passe, déverrouillage de comptes, des tâches simples qui ne nécessitaient pas d'accès administrateur. Ils en ont été reconnaissants. Ils m'ont donné un identifiant de support de base. Je ne pouvais pas accéder à des données sensibles, mais cela me permettait de voir l'historique des tickets et certains journaux système, y compris les journaux d'acheminement des emails. Il m'a fallu encore 2 semaines avant de trouver ce dont j'avais besoin. Miranda correspondait par email avec un compte enregistré sous un nom que je ne reconnaissais pas. Des messages tous les mardis et jeudis, à des heures régulières, des objets vagues mais récurrents. J'ai retracé l'adresse email grâce à des registres publics et des recherches sur les réseaux sociaux. Ça a pris une éternité, des impasses partout. Mais j'ai finalement trouvé. L'email était enregistré au nom d'une femme qui utilisait un surnom. Son vrai nom était Nadia Aldridge. Nadia. La colocataire de fac de Bell. L'amie de Miranda. L'experte en sécurité informatique. Elle communiquait depuis des mois, entièrement par email, pensant que c'était sûr parce qu'elles utilisaient le compte professionnel de Miranda et le compte personnel de Nadia. Mais je ne pouvais toujours pas accéder aux emails eux-mêmes. Il me fallait toujours la preuve irréfutable. Les messages montrant qu'elles avaient planifié ça. Mon avocat a dit que ce que j'avais était assez solide pour le présenter à l'entreprise maintenant. Ça montrait un lien clair, une coordination prouvée, des preuves de fraude à travers le faux CV et les notes de frais. Combiné avec les publications du blog de Bell et le timing suspect, c'était suffisant pour exiger une véritable enquête. Mais il a ajouté, si vous voulez les enterrer complètement, il nous faut ces emails. Il faut la preuve d'une planification et d'une conspiration explicite. Sinon, elles peuvent toujours prétendre à un malentendu, une coïncidence, ou tout nier. Comment les obtient-on? On dépose une plainte, on demande la communication des pièces, on les force à remettre les communications. Si elles refusent ou suppriment des preuves, c'est de l'obstruction. Ça joue en notre faveur. Ça prend des mois habituellement, mais on peut aller plus vite si on va d'abord voir l'entreprise. On leur montre ce qu'on a. On leur dit qu'on dépose une plainte qui exposera leurs pratiques négligentes de recrutement et d'enquête. La plupart des entreprises coopéreront pour éviter cette exposition. Elles mèneront leur propre enquête interne, récupéreront ces emails elles-mêmes, et nous donneront exactement ce dont nous avons besoin. C'était logique. Les entreprises se protègent avant tout. Si je leur montrais qu'elles s'étaient fait arnaquer et qu'elles étaient responsables de tout ce qui m'était arrivé, elles se retourneraient rapidement contre Miranda. Et c'est là, mesdames et messieurs, que les choses ont commencé à devenir intéressantes. Mon avocat a rédigé une lettre au service juridique de l'entreprise. Il n'accusait personne directement, il déclarait simplement que nous avions des preuves de fraude potentielle dans le recrutement de Miranda et de faute dans l'enquête sur les accusations portées contre moi. Il demandait une réunion pour discuter de nouvelles informations qui avaient émergé. Ils ont accepté en 24 heures. La réunion a été fixée pour la semaine suivante. J'ai passé cette semaine à me préparer, j'ai revu le classeur une dernière fois, je me suis assuré que tout était organisé, j'ai surligné les liens clés. Mon avocat a fait des copies, a préparé un plan de présentation, prêt à tout leur expliquer. Le jour de la réunion, j'ai mis mon plus beau costume.
Le même que je portais pour les présentations clients avant que tout cela n'arrive. Je suis entré dans cette salle de conférence comme si elle m'appartenait. Le directeur juridique de l'entreprise était là. Le chef des RH, mon patron, et l'enquêtrice externe qui avait traité le cas initial. Ils avaient l'air prudents, mais pas inquiets. Ils pensaient probablement que je cherchais un arrangement financier, une indemnité pour que je parte discrètement. Mon avocat a ouvert sa mallette, a sorti le classeur, l'a fait glisser sur la table. Nous avons découvert des preuves que les accusations contre mon client faisaient partie d'un montage frauduleux coordonné. Avant de répondre, je vous suggère de consulter la documentation que nous avons compilée. Le directeur juridique l'a pris, a commencé à lire. Son expression a changé au fil des pages. Ceci montre que mademoiselle Calder connaissait l'ex-petite amie du plaignant avant d'être embauchée. Correct. Elles étaient amies au moins 5 mois avant sa candidature. Le CV de mademoiselle Calder contient de fausses informations sur son emploi précédent. L'entreprise pour laquelle elle prétendait travailler n'a aucune trace d'elle. De plus, le recruteur par lequel elle serait passée n'a aucune trace de l'avoir placée dans votre entreprise. Le directeur des RH a attrapé le classeur, a commencé à lire la section sur Nadia Aldridge. Son visage est devenu blême. Vous dites que quelqu'un a piraté notre système de suivi des candidatures? Nous disons que quelqu'un avec l'expertise technique pour le faire était étroitement lié à la fois à mademoiselle Calder et à l'ex-petite amie. Cette même personne était dans cette ville pendant la période concernée. Et nous avons des preuves de communication continue entre mademoiselle Calder et cette personne via les systèmes de messagerie de l'entreprise. J'ai omis de dire que je ne pouvais pas encore accéder à ces emails, mais ce n'était pas nécessaire. Eux le pouvaient. Le directeur juridique a fermé le classeur. Que demandez-vous exactement? Une réintégration complète à son poste précédent. Une compensation rétroactive pour les commissions perdues et la différence de rôle. Une correction formelle de son dossier d'emploi et une coopération pour engager des poursuites civiles et pénales contre mademoiselle Calder pour fraude, fausses accusations et vol. Nous avons également documenté une fraude aux notes de frais s'élevant à environ 4 200 € sur 3 mois. Et si nous n'acceptons pas? Alors nous déposons une plainte civile pour licenciement abusif, diffamation et enquête négligente. Nous informerons également vos clients de la manière dont cela a été géré, et nous déposerons des plaintes pénales auprès du procureur de la République, quoi qu'il arrive. Mais avoir votre coopération rend tout plus facile. La pièce est devenue silencieuse. On pouvait les voir calculer. Le directeur juridique a regardé le directeur des RH. Nous devons vérifier cela. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Nous avons des copies de tout. Nous aurons besoin d'accéder à nos systèmes de messagerie. D'engager un enquêteur forensique pour vérifier le système de suivi des candidatures et d'interroger à nouveau mademoiselle Calder dans ces nouvelles circonstances. Compris. Nous vous donnons une semaine. Après cela, nous déposons la plainte. 3 jours. Mon avocat a hoché la tête. 3 jours. Nous sommes partis. Cette fois, je sortais en sachant que je venais de lâcher une bombe qui allait faire exploser tout ce qu'il pensait savoir. Mon avocat m'a appelé le lendemain après-midi. Ils agissent vite. Ils ont déjà récupéré les emails de Miranda. Ils ont trouvé les communications avec Nadia. Ils font venir une équipe forensique pour vérifier le système de suivi des candidatures. C'est en train de se produire. Parfait. 3 jours plus tard, le téléphone de mon avocat a sonné. C'était le directeur juridique. Il voulait une autre réunion. La deuxième réunion comptait plus de monde. Le directeur juridique, le directeur des RH, mon patron, l'enquêtrice externe, et 2 personnes que je ne reconnaissais pas. Le consultant en cybersécurité de l'entreprise et leur avocat externe en droit du travail. Le directeur juridique avait l'air fatigué. Nous avons terminé notre enquête interne sur la base des informations que vous avez fournies. Nos conclusions sont profondément préoccupantes. Il a fait glisser un dossier sur la table. Mon avocat l'a ouvert. L'historique d'emploi de mademoiselle Calder a été falsifié. L'entreprise qu'elle a mentionnée n'a aucune trace de son emploi. Notre enquête forensique a trouvé des preuves d'un accès non autorisé à notre système de suivi des candidatures depuis une adresse IP externe pendant la période que vous avez spécifiée. Le point d'accès a utilisé des techniques sophistiquées pour contourner nos protocoles de sécurité et insérer la candidature de mademoiselle Calder directement dans notre file d'attente d'examen. De plus,
Nous avons récupéré des communications par email entre Madame Calder et Nadia Aldridge s'étalant sur plusieurs mois. Le contenu de ces emails suggère une coordination continue concernant l'emploi de Madame Calder ici et les accusations ultérieures contre votre client. Mon avocat est resté silencieux. Les a laissés parler. Nous avons également confirmé la fraude aux notes de frais que votre client a documentées. Madame Calder a soumis des rapports falsifiés pour un total de 4 200 € sur 3 mois. Quelle est votre proposition ? A demandé mon avocat. Nous sommes prêts à offrir une réintégration complète à son poste d'origine avec effet immédiat. Une compensation rétroactive pour les commissions perdues et la différence de rôle pour les 6 derniers mois. Une correction formelle et la mise sous scellé de son dossier d'emploi concernant les accusations. Une lettre d'excuse écrite pour le dossier, et notre pleine coopération pour toute action civile ou pénale contre Madame Calder, Madame Aldridge, et toute autre partie impliquée. Et concernant l'emploi de Mademoiselle Calder ? Elle a été licenciée ce matin pour faute grave, falsification de documents d'emploi, vol et violation des politiques d'éthique de l'entreprise. Nous avons également déposé une plainte auprès de la police locale concernant le vol et la fourniture de fausses informations lors de l'enquête. Mon avocat m'a jeté un coup d'œil. C'était plus que ce à quoi nous nous attendions. Il lâchait Miranda et se couvrait en coopérant pleinement. Nous acceptons ces termes à 2 conditions supplémentaires, a dit mon avocat. Premièrement, une communication à l'échelle de l'entreprise, clarifiant que les accusations contre mon client étaient fausses et faisaient partie d'un montage frauduleux. Deuxièmement, aucune mesure de rétorsion ou action défavorable s'il choisit d'engager des poursuites judiciaires distinctes. Le directeur juridique a hoché la tête. Accepté. Ils avaient les documents prêts. Papier de réintégration, avis de correction, une lettre officielle reconnaissant les failles de leur enquête. Tout préparé à l'avance. Ils savaient qu'on les tenait. J'ai tout signé. Je suis sorti avec ma carrière récupérée. Ma réputation restaurée. Et tout le poids de l'entreprise derrière moi pour poursuivre tous les responsables. Le lendemain, l'entreprise a envoyé un email à tout le personnel. Langage professionnel, mais le message était clair. Les accusations précédentes contre moi étaient fausses. Faisaient partie d'un montage frauduleux. J'avais été entièrement innocenté et réintégré. Miranda avait été licenciée. Mon téléphone a commencé à vibrer immédiatement. Texto, appel, message. Certains étaient des excuses sincères. La plupart étaient des gens qui se couvraient. Peu m'importait. Ceux qui comptaient étaient restés silencieux quand ça comptait. Mais j'étais de retour. Mon bureau, mon territoire, mon poste. La procédure judiciaire a pris plus de temps. Mon avocat a intenté des poursuites civiles contre les 3. Des accusations criminelles ont été portées par le procureur. Miranda a été accusée de fausses déclarations à la police, de fraude et de vol. Nadia a été inculpée de fraude informatique au niveau fédéral. Les accusations criminelles contre Belle étaient plus légères, complot et fausses déclarations aux enquêteurs. Toutes les 3 ont engagé des avocats. Toutes les 3 ont tenté de plaider le malentendu, l'erreur, ou ont tout nié. Les preuves disaient le contraire. L'avocat de Miranda a tenté de faire valoir qu'elle avait été manipulée par Belle, qu'elle était aussi une victime. Mon avocat a montré les emails où Miranda participait activement, suggérait des tactiques et célébrait ma suspension. Ça a tué cette défense rapidement. Nadia a prétendu n'avoir jamais rien piraté. Les preuves forensiques ont montré que l'accès non autorisé provenait de son VPN. Combiné avec son expérience en sécurité informatique et le moment de sa visite dans notre ville, c'était assez accablant. La défense de Belle était la plus faible. Elle a dit que son blog était de la fiction, qu'elle n'avait aucune connaissance des accusations, qu'elle avait simplement maintenu une amitié avec Miranda, par coïncidence. Puis nous avons montré au tribunal ses emails avec les 2 femmes, coordonnant et discutant de la stratégie. Il a fallu 8 mois pour que tout passe par le système. Miranda a finalement plaidé coupable. Les preuves étaient trop solides. Elle a été condamnée à 14 mois de prison et 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve, plus le remboursement de l'argent volé et les frais de justice. Nadia s'est battue plus longtemps, mais a finalement accepté une négociation de peine. 2 ans de prison fédérale pour fraude informatique et accès non autorisé à des systèmes d'entreprise. Une condamnation pour crime signifiait que sa carrière en informatique était terminée. Le cas de Belle était le plus compliqué. Le procès civil a eu lieu en premier. Je l'ai poursuivi pour 1,3 million d'euros.
Salaire perdu, détresse émotionnelle, atteinte à la réputation, dommages-intérêts punitifs. Son avocat s'est battu, mais les preuves étaient accablantes. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Ils sont revenus avec un verdict en ma faveur. Le montant total. Elle ne le paierait jamais en totalité, mais son salaire serait saisi à vie. Chaque emploi, chaque fiche de paie, une partie me revenait. L'affaire pénale était plus faible contre elle. Elle avait coordonné, mais n'avait pas directement participé aux accusations ou au piratage. Elle a fini avec un sursis et des travaux d'intérêt général. Une peine légère, mais elle avait le jugement civil qui pesait sur elle pour le reste de sa vie. L'entreprise m'a accordé une promotion officielle 6 mois après ma réintégration. Directeur régional senior, augmentation, plus grand territoire, meilleure structure de commission. Probablement de l'argent pour se racheter une conscience. Je l'ai pris quand même. Je l'avais mérité après ce qu'il m'avait fait subir. La vie est revenue à quelque chose de presque normal. J'avais récupéré ma carrière. 3 personnes faisaient face à de graves conséquences pour ce qu'elles avaient essayé de me faire. Mais il restait des détails à régler. La reconstruction a pris du temps. Pas seulement professionnellement, mais personnellement. Les gens qui m'avaient abandonné pendant la suspension voulaient soudainement revenir dans ma vie. Les anciens collègues qui m'avaient évité ont recommencé à se montrer amicaux. Mais je me souvenais. Je me souvenais exactement de qui était resté silencieux, qui avait répandu des rumeurs, qui m'avait traité comme un prédateur sur la base d'une simple accusation. Alors, j'ai simplement gardé mes distances. Professionnel mais froid. Je travaillais avec eux quand c'était nécessaire, mais je n'ai pas reconstruit d'amitié. Je n'allais pas aux apéros. Je ne m'engageais pas au-delà des exigences du travail. Certains ont fini par comprendre. Ils me demandaient si tout allait bien, si j'étais toujours en colère à propos de ce qui s'était passé. Je leur donnais la même réponse. Professionnellement, tout va bien. C'est tout ce qui compte. Ils devenaient généralement mal à l'aise et laissaient tomber. Quelques-uns ont essayé d'insister, disant qu'ils avaient été dans une position difficile, ne savaient pas quoi croire, essayaient juste de soutenir tout le monde. Je hochais la tête et changeais de sujet. Je gardais rancune, peut-être. Mais c'était plutôt que j'avais appris qui étaient vraiment les gens quand les choses devenaient difficiles. Mon patron a mieux géré la situation que la plupart. Il s'était excusé directement plusieurs fois, avait témoigné en ma faveur pendant le procès civil, expliqué comment il n'avait pas remis en question les accusations correctement, comment il avait laissé l'enquête être influencée par la politique de bureau. Il semblait sincèrement le regretter. Alors, j'ai travaillé avec lui normalement, mais la relation était différente. La confiance était rompue. Quand il m'a demandé une recommandation pour un poste de directeur dans une autre entreprise 1 an plus tard, j'ai refusé. Je lui ai dit que je ne me sentais pas à l'aise de donner des recommandations compte tenu de notre histoire. Il a compris. Il a dit qu'il le méritait. Nous avons maintenu une relation de travail décente, mais nous savions tous les deux que ce ne serait plus jamais comme avant. La vie de Belle s'est effondrée progressivement. Elle a perdu son emploi lorsque son employeur a découvert les accusations. Elle a perdu 2 autres emplois l'année suivante lorsque les vérifications d'antécédents ont révélé la condamnation. Le jugement civil signifiait que son salaire était immédiatement saisi, ce qui rendait plus difficile de payer un loyer. Elle est retournée vivre chez ses parents, a fini par poster des choses de plus en plus amères sur les réseaux sociaux à propos du système judiciaire et du fait que les hommes gagnaient toujours. Zéro conscience de son propre rôle dans tout ça. Miranda a déménagé dans un autre état après avoir purgé sa peine. Elle a changé de nom légalement, essayant d'échapper à son casier judiciaire. Mon avocat l'a suivie grâce au paiement de dédommagement qu'elle devait. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans la vente au détail. Sa carrière dans la vente médicale était définitivement terminée. Nadia est sortie de prison fédérale après 18 mois. Elle est retournée chez elle, travaillait dans une épicerie. Son LinkedIn a disparu. Aucune entreprise de technologie ne la toucherait avec une condamnation fédérale pour fraude informatique. Toutes les 3 ont détruit leur avenir. Mais il restait une affaire inachevée. Ma famille. Trinity, ma sœur, a appelé environ 3 semaines après la condamnation pénale de Belle. Elle l'avait probablement appris par le bouche à oreille. Peut-être que Belle elle-même l'avait contactée en pleurant sur l'injustice de la situation. « Salut, dit-elle, la voix fluette. J'ai entendu pour tout ça. Ouais.
J'ai lu les documents du tribunal, ils sont publics. J'ai vu toutes les preuves. Je suis resté silencieux. Hugo, je dois m'excuser. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te croire. Tu es mon frère et je ne t'ai même pas donné une chance de t'expliquer. J'ai juste cru Belle plutôt que toi. J'ai impliqué papa et maman. D'accord. J'ai eu tort. Complètement tort. Je sais que ça ne répare rien, mais je veux que tu saches que je comprends ce que j'ai fait. Tu as fini? Longue pause. Je veux arranger ça. Je veux que nous soyons de nouveau une famille. Je sais que ça prendra du temps, mais je te demande. Non. Silence à l'autre bout du fil. Quoi? J'ai dit non. Tu as choisi de croire Belle plutôt que moi, ton propre frère. Quand j'avais besoin du soutien de ma famille, tu m'as tourné le dos. Tu as convaincu papa et maman que j'étais coupable. C'est ton choix. Maintenant, tu vis avec. Ce n'est pas si simple. J'essayais de faire ce qui était juste. Soutenir les femmes qui s'expriment, c'est important. Et je pensais. Tu pensais que les statistiques et les théories comptaient plus que 30 ans à me connaître. Tu avais tort. Et maintenant tu veux le pardon parce qu'il s'avère que je disais la vérité. Mais tu aurais dû me croire dès le début. S'il te plaît, Hugo. Je te demande de me laisser arranger ça. Tu ne peux pas arranger ça. Il n'y a rien à réparer. C'est fini entre nous. Papa et maman veulent te parler aussi. Ils se sentent horriblement mal de la façon dont ils ont géré ça. Ils devraient. Ils t'ont cru toi plutôt que moi. Ils n'ont même pas demandé ma version. Alors, non. Ils n'ont pas le droit de me parler non plus. Tu ne peux pas simplement nous couper tous de ta vie. Regarde-moi faire. Vous avez tous pris votre décision quand ça comptait. Maintenant, je prends la mienne. Elle s'est mise à pleurer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je dirai à papa et maman à quel point j'ai eu tort. Donne-moi juste une chance. Tu as eu ta chance. Chaque jour pendant ma suspension. Chaque jour, tu aurais pu appeler et dire « Je te crois ». Tu ne l'as pas fait. C'était ça, ta chance. Tu l'as gâchée. J'ai raccroché. Elle a rappelé plusieurs fois. J'ai bloqué son numéro. Mes parents ont essayé d'appeler, je les ai bloqués aussi. Ils se sont présentés une fois à mon appartement, je n'ai pas ouvert la porte. Ils voulaient arranger les choses. Mais certaines choses ne peuvent jamais être réparées. Certaines trahisons ne sont pas pardonnées. J'ai continué sans eux. J'ai construit une vie où je n'avais pas besoin d'une famille qui me tournerait le dos à la première difficulté. Ma carrière était de retour sur les rails. J'avais de vrais amis maintenant, ceux qui comptaient. Des gens m'ont dit que je devrais pardonner à ma famille. Que garder rancune n'était pas sain. Qu'ils avaient fait une erreur mais qu'ils partaient d'une bonne intention. Ces gens n'ont pas vu leur propre sœur travailler activement à les détruire. N'ont pas entendu leurs parents dire qu'ils étaient déçus d'un fils qui n'avait rien fait de mal. N'ont pas enduré 3 mois d'enfer pendant que leur famille croyait à des mensonges. Alors, non, je ne leur ai pas pardonné. Et voilà l'histoire, Reddit. 3 personnes ont conspiré pour détruire ma carrière. Ma propre famille s'est retournée contre moi. J'ai découvert la vérité, rassemblé des preuves, et je les ai anéanties toutes les 3 tout en coupant définitivement les ponts avec ma famille. Maintenant, je dors bien la nuit. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus d'histoires de meilleure qualité. Merci.